Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 15 février 2022, au sommaire ce soir. Xavier Cousteau est recordman du monde de monoski de vitesse et chaque hiver il part en tournée dans les stations françaises pour sensibiliser les skieurs sur les dangers d'une trop grande vitesse ou encore l'importance du port du casque. Exemple concret ce mardi à Morzine. Et puis nous prendrons la direction du centre de formation du Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball, théâtre du 5e championnat de France militaire de la discipline. Durant 3 jours, les meilleurs joueurs des 4 corps de l'armée s'affrontent pour décrocher le titre. Mais avant de développer ces titres, le conflit se durcit à Dassault Aviation. Pour la 17e fois depuis le mois de novembre, le site d'Argonay a fait l'objet d'un barrage filtrant ce mardi matin. Plus que jamais, le fossé semble se creuser entre la direction et les salariés, qui réclament toujours une hausse salariale de 200 €. Pour le moment, aucun terrain d'entente n'a encore été trouvé. Pour les syndicats, la pilule ne passe pas. Ce mouvement social intervient alors qu'une nouvelle commande de 42 Rafales par l'Indonésie a été enregistrée la semaine dernière. Philippe Poutou, le candidat à l'élection présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste, en meeting ce mardi soir à Annecy, en a profité pour venir apporter son soutien aux grévistes. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place. On n'a aucun contact avec la direction générale. C'est ça qui est dur. Aujourd'hui, les salariés sont en lutte 3 mois et demi de grève. Aujourd'hui, c'est le 17e blocage sur Argonay, le 48e jour de grève consécutif, le 39e vendredi usine vide, et les salariés, à coût de 57 €, se sentent méprisés. Il n'y a plus aucun dialogue avec la direction. La direction dit oui, c'est ça ou rien. Et non, aujourd'hui, de par la mobilisation encore des salariés, ils ne lâcheront pas. Le regard qu'on peut porter sur dès qu'il y a des luttes, ça fait du bien. Dès qu'il y a des gens qui relèvent la tête et des gens qui retrouvent un petit peu de confiance, parce que c'est pas simple aujourd'hui. On est tellement écrasé par le chômage, la précarité, la peur de perdre son emploi et puis de penser qu'en fait on n'est pas si légitime que ça à revendiquer des améliorations de nos conditions de vie ou de nos salaires. Et c'est vrai que quand il y a des luttes, quand il y a des équipes comme ça syndicales et qui en entraînent d'autres, ça permet de retrouver un peu de confiance. Et puis derrière aussi, c'est de relancer la discussion sur cette société qui est profondément injuste. À quelle vitesse skiez-vous? C'est la question que pose Xavier Cousteau aux skieurs sur les pistes. Le recordman du monde de monoski de vitesse est en tournée chaque hiver dans les stations françaises. Il propose une initiation au ski de vitesse pour faire découvrir la discipline, mais aussi et surtout pour sensibiliser le public. Maîtriser ses skis, savoir s'arrêter ou encore porter un casque sont autant de précautions bien souvent négligées. Victoria Lopez a suivi l'animation sur le domaine de Nyon à Morzine ce mardi. Reportage. 60, 70, 80 km/h. Sur cette piste bleue fermée pour l'occasion, les skieurs s'essaient au ski de vitesse. Alors que la pente est peu prononcée, les radars enregistrent déjà des pointes assez élevées, même si elles restent très loin des records du monde. Xavier Cousteau a atteint 212,230 km/h en monoski, le record mondial. Quand il ne s'entraîne pas, il sensibilise les skieurs. La vitesse moyenne nature, vous pensez aller à combien? 60. C'est entre 60 et 70. Voilà. Un enfant, ça va à 50 à l'heure. Pour différentes raisons, la vitesse des skieurs a considérablement augmenté sur les domaines skiables. Xavier espère avec son activité sensibiliser le plus grand nombre de personnes. On est sur une piste qui est sécurisée, avec des filets qui protègent de chaque côté, une grande aire d'arrivée. On met un départ au sommet, on met des chronos dans l'aire d'arrivée et puis les gens vont tout droit, ils vont tout chousse et quand ils arrivent en bas on leur fait prendre conscience de leur vitesse et j'y associe surtout la prévention, aller vite c'est bien mais il faut savoir s'arrêter. Les pistes sont tellement bien damées qu'elles sont faciles d'accès, les skis sont tellement faciles également, ça rend accessible le ski à tout le monde et du coup y a des gens qui n'ont pas forcément le niveau qui vont vite, mais qui n'ont pas les notions de l'amont, l'aval, de savoir s'arrêter, de gérer sa vitesse. L'animation met en évidence un fait. Peu de skieurs ont conscience de leur véritable vitesse sur les pistes. Souvent on descend très rapidement sur les pistes, mais on n'arrive pas à évaluer sa vitesse. Je pense que ça tournerait autour de 60-70 par là. Même si on va pas assez hyper vite, si on tombe, ça peut quand même faire assez mal et qu'on est beaucoup plus rapidement, on arrive beaucoup plus rapidement à une vitesse assez élevée que ce qu'on pense en fait. Avoir conscience de son allure mais aussi porter un casque, c'est l'autre bataille de Xavier. Quand on va doucement en voiture, on est prudent, on met quand même la ceinture, voyez. En moto, en VTT, en équitation, en parapente, on met son casque. Et en ski, une percussion à 60 ou 70, un bras, une jambe, une épaule, ça se répare. Même si des fois c'est compliqué, ça se répare. La tête, c'est l'élément qui se répare le moins.
Et il faut savoir qu'un casque, ça vous divise les traumas crâniens de 30%. Près de 110 000 accidents de ski traumatiques, c'est-à-dire avec blessures, ont été recensés lors de la saison 2019-2020, selon le rapport de l'association Médecins de montagne. Les collisions représentent toujours, selon ce rapport, 10% des accidents de ski. Les pistes les plus difficiles ne sont pas forcément celles où ces chocs entre usagers sont les plus nombreux. En effet, ce sont sur les pistes bleues de niveau moyen que la proportion la plus importante de collisions entre skieurs a lieu. On passe à notre invité du jour. Je reçois ce soir le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, Marc Béjura. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 65 ans, vous avez été élu président le 29 novembre dernier. Comment est-ce que vous pouvez qualifier ce début de mandat ? Chaud, tonique et très intéressant, franchement. Effectivement, une liste commune MEDEF CPME. Et mes amis ont pensé que je m'ennuyais après 40 ans passés dans le service du conseil aux entreprises. Et j'ai accepté ce beau mandat et qui est passionnant parce qu'il y a une très très belle équipe. Parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. Alors, je suis expert comptable de formation et commissaire aux comptes. Après avoir fait un doctorat en diagnostic d'entreprise à Lyon il y a fort longtemps, je suis rentré dans un cabinet comptable qui s'appelait Pierre Magnin et j'en suis sorti le 20 février 2020. Après l'avoir vendu et 40 ans de bons et loyaux services, c'était un cabinet de pluriactivité. Voilà. Tous les conseils aux entreprises du métier juridique, avocat, gestion de patrimoine, informatique et un peu de comptabilité de commissariat aux comptes. Alors, l'organisation générale de la CCI, vous êtes accompagné de plusieurs vice-présidents. Il y a aussi des élus territoriaux. Quel est leur rôle très précisément à ces personnes qui vous accompagnent ? Alors, pour éviter la chaise seule, parce que c'est assez facile de commander une entreprise, je l'ai assez prouvé dans le passé, j'ai souhaité créer une équipe et du moins redynamiser une équipe. C'est vrai que le Covid est passé par là et on n'était pas peu nombreux à la fin du mandat de mon prédécesseur, Bruno Gastine. Donc, j'ai souhaité avoir un vice-président opérationnel que la préfecture nous a accepté. Hein. C'était une demande particulière. Et donc, 4 vice-présidents, dont une femme. Et ensuite, 30 élus, dont 12 femmes. On a perdu 8 élus au passage avec la loi. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de rayonner sur les territoires et de remettre un petit peu de dynamique dans cette vieille chambre de commerce. Des professionnels sont également au service des entreprises avec des experts de proximité. Comment est-ce que ça se passe très concrètement ? Alors nous, on a essayé de rajouter à la liste des élus qui sont entrepreneurs et entrepreneuses de Savoie, on a souhaité rajouter une vingtaine d'élus qualifiés et associés avec des pointures dans plusieurs domaines, et notamment dans le domaine de l'industrie où on était pauvre. Et le but, c'est effectivement ces élus avec une équipe de 60 personnes à la tête bien faite, franchement, qu'on puisse rayonner sur tous les sujets qui touchent la proximité. Alors, je crois savoir que l'aide à la numérisation au sein des entreprises est une de vos priorités pour ce mandat qui va durer 5 ans. Alors, c'est une priorité, mais ça existe depuis fort longtemps. Et c'est vrai qu'on doit accompagner les entreprises dans la transition numérique, on doit les accompagner dans la transition écologique. C'est un vaste sujet. On est tous dedans, donc on doit tous faire des efforts. Mais la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie est une des rares chambres de commerce françaises à être certifiée 4 fois. Une fois pour la formation Calliope et 3 fois sur les certifications 9001, 14001 et 45001, qui est une forte compétence et on va la mettre à disposition nos autres collègues des autres CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr auprès des entreprises de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Ain, enfin celles qui le souhaitent. On a vraiment une belle compétence et on souhaite le faire savoir. Quels sont les autres grands axes de travail que vous souhaitez mettre en place ? Alors la formation continue, qui est un sujet, on trouve personne dans les entreprises, je crois que vos sujets en font état tous les jours, donc dans la mesure où on trouve personne, il faut former les gens, et il faut les former sur des formations qui soient employables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent à la formation, mais malheureusement il reste encore des CFA, des écoles où on forme des gens qui ne trouvent pas de travail. Des jeunes qui ne trouvent pas de travail. Donc, il faudrait mieux fermer un peu les robinets sur ce sujet-là et les ouvrir sur ce qui est créateur d'emplois. Donc, il faut l'identifier. Et la CCI est le deuxième organisme français derrière l'éducation nationale en termes de formation. C'est un sujet qu'il faut développer. Comme nous avions vendu l'école il y a quelques années en arrière, l'INSEC, pour la nommer, on se retrouve finalement à s'associer avec la Haute-Savoie qui est chef de file et l'Ain pour retisser des formations très spécifiques sur les besoins de notre territoire. Comment faire en sorte que la CCI fasse repartir à la hausse ses recrutements en Savoie ?
C'est un vrai sujet, tout le monde y travaille, tout le monde tourne autour, mais le sujet, à mon sens, comme ancien chef d'entreprise avec une taille d'entreprise importante, il est qu'on fasse moins de RH et que le management soit beaucoup plus impliqué. Il faut donner l'envie d'aller travailler, donner l'envie de s'amuser également au travail. Au-delà de l'aspect personnel, il faut un aspect professionnel. Si on veut passer devant les vitrines et pouvoir rentrer dedans pour acheter quelque chose, il faut donc bien travailler. Et quand on n'est pas bien né, le travail est le seul moyen de s'émanciper dans la vie. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on mette au regard des 30 000 emplois pour voir immédiatement Savoie. C'est 30 000, c'est une belle ville. Qu'on trouve tous les moyens pour essayer de donner envie aux gens d'aller travailler. Au-delà de l'aspect salarial, conditions de travail, etc., qu'il faudra regarder avec précision. Un mot également sur le travail de collaboration avec les autres CCI, Haute-Savoie et l'Ain. Alors, ce travail a été initié par mes prédécesseurs et on est en train de travailler dedans. Les équipes se rencontrent, les équipes échangent, les équipes identifient les produits à forte valeur ajoutée. Le but, c'est d'amener de la valeur ajoutée aux entreprises et non pas se faire concurrence avec tout un tas d'organismes de formation. Donc, ce travail est en cours et on va le mener. On a un rendez-vous très prochainement avec mes présidents, mes homologues de la Haute-Savoie et de l'Ain pour valider cette convention et lancer ça de manière opérationnelle. C'est un vrai sujet pour nous, la CCI de Savoie. On n'a pas beaucoup de recettes, donc il faut effectivement qu'on soit efficace. Le fait que la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie ait également un nouveau président, ça facilite les choses? Ben écoutez, c'est un homme des services, donc moi je viens des services aux entreprises et je crois que le président de l'Ain est un homme du bâtiment, donc ça va bien se passer. Une dernière question, Marc Béjura. La CCI de Savoie va aussi entrer dans une nouvelle ère l'année prochaine avec un déménagement dans des locaux flambant neufs du côté de Savoie Technolac. Alors effectivement, ça fait beaucoup parler, mais c'est un sujet qui est une opportunité pour nous, qu'on n'avait pas envisagé pendant la campagne. Il se trouve que nous avons un bâtiment qui servait à l'école autrefois et qui est utilisé aujourd'hui par la société Telt à Technolac. Telt va déménager à la fin d'année dans les locaux de la Cassine, dans le nouveau centre d'affaires chambérien. Et donc, on va se retrouver avec un bâtiment vide. Ce bâtiment est superbement tenu par notre locataire et pile à la taille de la CCI, 60 collaborateurs. Et donc, on a une vieille chambre. Les bâtiments au centre de ville de Chambéry datent de 1931. Donc, c'est très beau, mais ce n'est pas fonctionnel du tout pour entamer du coworking, de la formation, que ce soit sur la numérique, l'informatique, etc., des écrans dignes de ce nom. Donc, on intégrera ce bâtiment, on y travaille, on fera en sorte que les collaborateurs de la Chambre n'aient pas peur parce que pour eux, c'est une récompense, ce n'est pas une punition. Et puis surtout, pour les clients de la Chambre, au nombre de 35 000, qui pourront venir à Technolac beaucoup plus facilement. Et puis on vendra l'ancien bâtiment à des gens qui nous feront une proposition honnête pour dynamiser le centre-ville de Chambéry. C'est un très très beau bâtiment. Merci beaucoup, Marc Béjura. Merci à vous de votre accueil. Au revoir. Direction Chambéry, à présent, le 5e championnat de France militaire de handball a débuté ce mardi pour 3 jours de compétition de haute volée. Cette année, c'est la gendarmerie de Savoie qui organise l'événement dans les locaux de la Groupama Academy, le centre de formation du Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball. Le premier match de la compétition était une rencontre féminine. Elle opposait la marine à l'armée de terre. Manon Toiti était sur place. Coup d'envoi à 10h30 ce matin pour les handballeuses de la marine et de l'armée de terre. Cela faisait 2 ans que le championnat n'avait pas pu être organisé et c'est un vrai soulagement pour tous de le voir reprendre vie cette année. Nous avons le plaisir de lancer le 5e championnat de France militaire de handball ici à Chambéry, à l'Académie de hand. Bon, c'est une grande fierté parce qu'après toutes les contraintes sanitaires et les épreuves que nous avons traversées, les reports, nous avons réuni 8 équipes, 4 équipes de garçons, 4 équipes de filles, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine, de la gendarmerie, qui vont s'affronter pendant 3 jours pour savoir qui est le champion de France militaire. Les filles de l'armée de terre dominent à la première mi-temps, encouragées par leurs équipiers dans les tribunes. Solidaire avec les copines et première partie de jeu on va dire qu'il y a une grosse différence de niveau donc
Et ça pourrait être mieux, comme tout le temps, mais c'est quand même déjà très très bien. 18-8 à la mi-temps, plus 10. Normalement, on va pouvoir faire quelques rotations et les faire souffler. Ça fait du bien, je pense, à tout le monde de retrouver les copains, les autres armées, et de se retrouver comme ça, en plus à l'académie de Chambé, où c'est un super site. Voilà. Et puis on vient là pour aller chercher la médaille d'or de toute façon. L'armée de terre remporte le match sans trop de suspense avec un score de 29-17. Mais dans les deux équipes, ce n'est pas l'image de la victoire ou la défaite qui prime. On a eu une préparation assez compliquée parce qu'on n'a pas pu se rassembler avant, ça a été annulé. Donc c'est vrai qu'on s'est découvert hier et il y a déjà des petits automatismes et une belle solidarité qui est arrivée. Donc c'était vraiment bien, c'était un match assez encourageant pour la suite. Nous, on est arrivé dans un état d'esprit un peu compliqué parce qu'on a eu un seul regroupement avant de faire le championnat de France militaire. Donc c'est vrai qu'avec les joueuses, on ne se connaissait pas réellement toutes beaucoup. Du coup, on est arrivé là, on savait très bien que notre point fort, ça allait être la solidarité, mais pas le jeu typiquement handball. Mais au final, le résultat montre que malgré peu d'entraînement, on a réussi à faire quelque chose de correct. À côté de l'aspect sportif, une kermesse est organisée pour faire découvrir les métiers de l'armée et de la gendarmerie aux plus curieux. Le championnat se tiendra jusqu'à jeudi avec 4 matchs par jour. Comme chaque soir durant ces Jeux Olympiques, notre petit point quotidien avec Lucas Ruche. Salut Lucas. Bonjour. On commence ce point JO avec cette 12e médaille française gagnée ce matin par l'équipe de France de relais en biathlon. Effectivement, et c'était ce matin le relais masculin et on a eu une nouvelle fois droit à une course à rebondissement. Les Français emmenés par Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Détieux réalisent une entame de course correcte. C'est pourtant les athlètes russes qui se distinguent bien plus adroits. Comme souvent au biathlon, tout s'est joué sur la fin. Le dernier relayeur russe, Edouard Latipov, avait plus de 50 secondes d'avance, mais il a complètement craqué sur le dernier tir. Contrairement au Norvégien, Quentin Fillon-Maillet réalise une petite faute. À la fin, comme souvent, c'est la Norvège qui gagne. Les tricolores terminent tout de même sur une admirable 2e place et c'est déjà la 6e médaille pour le biathlon français. Tu le disais, Quentin Fillon-Maillet qui réalise des Jeux Olympiques hors normes. C'est simple, il est le premier Français à gagner 5 médailles sur une même Olympiade. C'est stratosphérique, rendez-vous compte, on sait que le maître en la matière, Martin Fourcade, même lui, il n'y est pas parvenu. Et pourtant, il pourrait même réaliser le Grand Chelem en gagnant une 6e médaille personnelle vendredi sur l'épreuve reine, la mass start. Pas de 2e médaille en revanche pour la Savoyarde Tess Le 2. Non, malheureusement, elle se disait malade, blessée au dos, mais elle a eu à cœur de se battre. Elle rate finalement 2 de ses 3 runs. La skieuse freestyle de 20 ans termine 7e de la finale dame de slopestyle. C'est la Suissesse Mathilde Grémaud qui s'est imposée. La descente féminine était aussi au programme cette nuit. Oui, et ça s'est mal passé pour les skieuses françaises. Tout d'abord pour Camille Cerruti qui a lourdement chuté, elle s'est blessée au genou. Maigre consolation pour Laura Gauche, 10e. Romane Miradoli, elle, termine 13e. Elles finissent loin derrière la Suissesse Corinne Suter. Les Italiennes Sofia Goggia et Nadia Delago complètent le podium. Comment se sont comportés nos Français en bob à 2 ? Les 2 représentants masculins ont terminé au 12e rang après leurs 4 manches. Ils finissent à près de 3 secondes de l'équipage allemand piloté par Francesco Friedrich. Au niveau du tableau des médailles, qu'est-ce que ça donne ? Et au tableau des médailles, 12 médailles pour l'équipe de France, 3 en or, 7 en argent, 2 en bronze. La France recule d'un rang. Elle est 10e du classement, encore et toujours dominée par les Norvégiens et leurs 26 médailles. On termine cette minute JO avec le programme de ce mercredi. Demain, je vous propose 2 rendez-vous, 2 chances de médailles. Il y aura le slalom masculin en ski alpin. C'est la dernière occasion pour Alexis Pinturo de rapporter une médaille à Pékin. Gardons un œil et surtout un œil sur le skieur de Val d'Isère Clément Noël. Enfin, il y aura aussi le relais féminin de biathlon. Pas de surprise pour la composition française. Il y aura Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Bréza-Boucher et Julia Simon. Début de la course à 8h45. Merci beaucoup Lucas, on te retrouve mercredi justement pour nous raconter les exploits français, on l'espère. C'est la fin de cette édition, merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc, merci à toute l'équipe. Tout de suite la météo présentée par Thierry Paulme, place ensuite à Panorama avec une émission inédite cette semaine consacrée à l'école hôtelière Savoie-Léman basée à Thonon-les-Bains. Et pour ce 2e épisode, j'ai pu m'entretenir avec 2 élèves de l'établissement. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau JT sur 8 Mont-Blanc.